Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le calme est revenu à Bouna après les affrontements hier entre communauté Peul et Lobby. Des violences qui ont fait au moins 5 morts et plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels également. À l'origine, le conflit agriculteur-éleveur qui persiste dans cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire. En image, le retour du chef de l'État après un bref séjour au Gabon. Le président Alassane Ouattara y était dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Terrorisme, économie, coopération, autant de points abordés lors donc de cette visite de travail et d'amitié entre les présidents ivoiriens et gabonais. Retour en Côte d'Ivoire, direction Jacquesville. Les populations de la région des 3A célèbrent l'an 1 du pont Philippe-Grégoire Yassé. Livré le 21 mars 2015, l'ouvrage tient toutes ses promesses. À travers donc le désenclavement de la région, les populations ont tenu à l'occasion donc de cette fête à exprimer leur gratitude au président de la République, et c'était hier. Lutte contre le terrorisme, 4 pays en concertation, ici même à Abidjan, pour faire front. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal ont décidé de renforcer les relations entre leurs différents services de sécurité, entre autres décisions prises pour plus d'efficacité, donc l'accélération de la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique. En 5 mois, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire récemment ont été attaqués par les terroristes. Bilan, 60 personnes tuées et plusieurs blessés. La menace est donc réelle et même permanente. Les ministres de la sécurité de ces pays déjà touchés, plus le Sénégal encore dans le viseur des djihadistes, sont à Abidjan depuis mercredi pour mutualiser leurs efforts. Résolution, le renforcement des relations entre les services de sécurité des 4 États concernés. À l'issue des discussions, les ministres se sont accordés sur les points suivants. Établir une unité d'action et une collaboration systématique entre ces services. Instituer des rencontres régulières et tournantes des ministres en charge de la sécurité afin de mettre à jour les connaissances et les informations sur le terrorisme dans ces pays. Inciter les pays de la région à accélérer la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique qui permettra la traçabilité des mouvements de part et d'autre des frontières. Les 4 ministres de la Sécurité sont aussi d'accord pour harmoniser non seulement leur arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'harmoniser les normes de surveillance des frontières. Toutes ces mesures prises au plus haut niveau ne seront réellement efficaces que s'il y a une vraie collaboration des populations. Cette question de lutte contre le terrorisme n'est pas la seule affaire des forces de défense et de sécurité. C'est de toute la population. C'est pourquoi nous interpellons aussi nos populations à nous aider dans le domaine des informations qui sont très importantes. Il y a déjà eu des rencontres dans nos espaces sous-régionaux qui sont la CEDEAO, l'UEMOA en matière de sécurité. Donc l'échange n'a pas manqué. Mais là, nous venons aller plus loin. Voilà. C'est vrai que nous réduisions tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc, la posture n'est pas la même. Donc, nous avons souhaité que cette réunion puisse aller beaucoup plus loin dans notre stratégie de réponse globale à cette menace, comme on l'a dit, qui est globale. Chacun des 4 pays s'est engagé à renforcer la sécurité aux frontières. La Côte d'Ivoire et le Burkina, eux, maintiennent l'alerte antiterroriste à son niveau maximal. Voilà, c'était un commentaire signé Abou Sanogo. La directrice du Goethe Institut fait officier de l'Ordre national à titre posthume que d'émotion à cette cérémonie de distinction. C'était hier, je rappelle que Enrique Gross, comme elle s'appelle, a trouvé la mort le 13 mars dernier lors de l'attaque de Grand Bassam. Enrique était un symbole. Elle était là pour l'échange paisible, pour le dialogue, pour la culture, pour l'entente et l'amour entre les hommes. Aux côtés de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, des représentants du gouvernement ivoirien, des hommes de culture, des enseignants, tous pleurent.
la disparition tragique de l'ex-directrice de l'Institut Goethe, tuée le dimanche 13 mars sur les plages de Grand-Bassam. Madame Gross m'a rendu service. L'année scolaire 2015 et 2016, 2014-2015, je n'avais pas de salle à l'université pour faire mon cours, parce que mon cours est basé essentiellement sur la projection des films. Et elle m'a cédé la grande salle de la projection du Goethe Institut pendant toute la durée de mes cours. J'ai connu Henrike Gross depuis qu'elle a commencé à travailler à Abidjan, même sa première visite quand elle est venue, on s'est connus et je sais que dans ce temps, quand elle était ici, elle a fait beaucoup d'activités. Elle était comme quelqu'un, même quand elle est arrivée, c'était déjà très facile pour elle de faire les contacts et je pense qu'elle a fait un très grand travail. Nous sommes très peinés parce que en 2016, nous avons la 3e édition de notre festival et en 2014, c'était la première édition et Madame Henrike Gross et le Goethe Institut d'Abidjan ont été nos tout premiers partenaires. Arrivée à la tête de l'Institut Goethe en 2013, Henrike Gross est très vite devenue une amie de la culture, une amie de la Côte d'Ivoire, un trait d'union avec l'Allemagne. Le gouvernement ivoirien lui a témoigné sa reconnaissance à titre posthume. Elle a été élevée au grade d'officier dans l'ordre de Côte d'Ivoire. Madame Henrike Gross, au nom du président de la République, nous vous faisons officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Dernier hommage en terre ivoirienne, la dépouille d'Henrike Gross a par la suite été transférée vers l'Allemagne, son pays natal. Et la place de la Bourse à Bruxelles ne désemplit pas. La Belgique pleure ses morts, 34 au total, après donc l'attaque de mardi dernier. L'enquête se poursuit et progresse. 6 personnes ont été interpellées hier. C'est une annonce faite par les autorités. Elles n'ont pas encore été identifiées, ces personnes. Par contre, les 2 kamikazes auteurs des attentats de mardi l'ont été formellement. Plus l'enquête sur les attentats de Bruxelles progresse, plus l'étau se resserre autour des commanditaires de ceux de Paris. La preuve, Salah Abdel Salam, le seul survivant du commando auteur des attentats du 13 novembre à Paris, veut désormais rentrer le plus vite possible en France pour faire face à la justice. C'est ce qu'a indiqué son avocat à l'issue d'une audition devant la Chambre du Conseil à Bruxelles. À ce sujet-là, je verrai le juge d'instruction pour qu'elle ne s'oppose plus elle-même à ce départ et à cette remise en France, qui pourra se faire donc, on espère, en tout cas, je l'espère, dans les plus brefs délais. Il veut s'expliquer en France, donc c'est une bonne chose. Après avoir refusé dans un premier temps son transfèrement en France, cette annonce signale un revirement dans la défense du présumé cerveau des attentats parisiens. Dans le même temps, à Bruxelles, de nouvelles révélations apparaissent au grand jour. Les 2 kamikazes de l'aéroport et celui du métro ont été identifiés par les enquêteurs. Il s'agit de Najim Lakraoui ainsi que d'Ibrahim et Khalil El Bakraoui. Ces derniers sont aussi tous liés aux attentats de Paris. En revanche, le mystère demeure concernant l'identité de 2 suspects qui sont activement recherchés. Les attentats de Paris et de Bruxelles ont tout la mort d'au moins 161 personnes. Et Gabriel Zani signait ce reportage. À propos toujours d'attaque, notez que la France a annoncé hier avoir déjoué un projet d'attentat. Un homme a été interpellé. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon, 7 milliards de francs CFA pour le financement de la construction d'un hôpital régional dans la commune. Il s'agit d'un prêt que s'engage à octroyer à la Côte d'Ivoire la Banque arabe pour le développement économique. Signature d'accord hier entre les 2 parties. Environ 7 milliards de francs CFA. C'est le montant du prêt octroyé à la Côte d'Ivoire par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Par la signature de cet accord, la BADEA participe à la mise en œuvre du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier régional de Yopougon. Compte tenu de l'importance que revêt ce projet au titre du développement économique et social
de la République de Côte d'Ivoire, nous sommes sûrs que les autorités concernées, et en particulier le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, prendront toutes les dispositions nécessaires pour sa réalisation. Je voudrais rassurer Monsieur le Directeur général et son équipe quant à la bonne utilisation de ce financement. Il me plaît par ailleurs de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour inviter la BADEA à continuer à nous accompagner dans le cadre de nos priorités de développement. Ce projet répond à un seul objectif, offrir aux Ivoiriens un meilleur environnement de santé. À cela s'ajoutent de grandes innovations pour les malades du rein. Nous avons donc choisi, en termes de spécialité, d'ajouter une unité de greffe rénale et d'hémodialyse à ce centre hospitalier régional. Nous sommes dans cette dynamique, c'est-à-dire faire en sorte aujourd'hui que chaque infrastructure sanitaire que nous construisons, en annexe, que nous ayons une spécialité. Ce énième accord démontre la volonté de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, d'accompagner le plan national de développement. À ce jour, la banque a financé en Côte d'Ivoire, tous secteurs confondus, environ 78 milliards de francs CFA. Voilà des informations de Christelinda et de Ami Sissoko. Au Sénégal, victoire du oui après le référendum initié par le président Macky Sall ce mercredi. Le oui l'a emporté avec plus de 63% des voix. Notez que cette consultation populaire vise entre autres la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Sylvie Touré pour le commentaire. Les électeurs disent oui à un changement de la Constitution au Sénégal. Le projet de révision soumis à référendum le dimanche 20 mars dernier affiche un oui victorieux avec près de 63% selon les résultats partiels. Vraiment, il y a une satisfaction parce que le courant du non était tellement engagé qu'il était sur tous les flancs avec une campagne tambour battante, mais le oui a triomphé, bon à mal avec 63%. 15 points précis évoqués par la réforme, dont les principaux restent la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et le renforcement des droits des citoyens. Des dispositions qui semblent être incomprises et inappropriées selon les partisans du non. Quand on établit des changements par rapport à une constitution, il faut d'abord que la population s'imprègne de ce changement, enfin comprenne ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je n'ai pas compris ce point. Nouveau droit des citoyens, il parle de quel droit en fait? Cette consultation populaire a été sanctionnée par une faible participation. Seulement 40% de Sénégalais y ont pris part. Les chiffres globaux provisoires, eux, sont attendus de la commission de recensement des votes au plus tard vendredi, avant d'être soumis au Conseil constitutionnel. Celui-ci avait déjà tranché au sujet de la réduction du mandat présidentiel. Même si le oui venait à être confirmé, le président Macky Sall, qui avait souhaité écourter son mandat, sera contraint d'achever son septennat. Et toujours à propos de ce référendum, je vous invite à écouter le représentant du groupe parlementaire des libéraux et démocrates du Sénégal. Il était récemment à Abidjan. C'était à l'occasion de la 37e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Je crois que nous avons surtout pêché au niveau de Dakar, au niveau de la banlieue, dans quelques grands centres urbains, où, bien entendu, nous n'avons pas trop expliqué le contenu du projet de révision. Nous nous sommes limités, nous l'opposition, nous sommes limités seulement à en faire pour ou contre Macky Sall. Alors que les citoyens sénégalais sont assez matures et sont capables de faire le discernement. Et majoritairement, malheureusement pour nous, ils ont trouvé que le contenu était bon et ils ont voté pour le oui. Voilà. Et on parle religion à présent, dernière ligne droite pour les chrétiens du monde entier qui, depuis maintenant 40 jours, ont entamé la marche vers la Pâque, commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes de plein pied dans la semaine dite sainte, semaine marquée entre autres par 3 temps fort, dont le jeudi saint, acte symbolique ce jour, et vous le voyez en image, le lavement des pieds, signe de l'humilité de Jésus. Et justement à l'occasion, le pape François a lavé les pieds de plusieurs réfugiés, 12 au total, 12 réfugiés donc, de diverses
confessions religieuses. Et je vous le disais, tantôt nous sommes de plein pied dans le Triduum. Le Triduum, et ce sont ces 3 jours clés de la semaine sainte. Le jeudi saint, marqué par le lavement des pieds. Le vendredi saint, marqué par le chemin de croix. Et la veillée pascale, ce sera donc dans la nuit du samedi à dimanche. On en parle avec Grace Kando. Ce dimanche 27 mars, les chrétiens vont célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ. Un événement précédé par le Triduum pascal. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent le mystère central de leur foi, la mort et la résurrection du Christ. Ce Triduum pascal, c'est l'aboutissement des 40 jours de carême. On arrive presque au sommet, un moment essentiel, important, qui conduit à la grande fête de Pâques. La plus grande fête dans l'Église catholique, c'est bien la fête de la résurrection de Jésus-Christ qui fonde notre foi et notre espérance. 3 jours qui se résument à l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie, le chemin de croix qui est le moment où l'on médite la passion du Christ à travers les 14 stations, enfin la veillée pascale qui annonce la résurrection du Christ. Et donc, dans quelques heures seulement, les fidèles chrétiens se mettront en route pour revivre la passion du Christ. Le chemin de croix est prévu dans toutes les paroisses aux alentours de 15 heures. Le monde du football est en deuil. Le footballeur néerlandais Johan Cruyff est décédé hier des suites d'un cancer du poumon. Ses pairs lui ont rendu hommage, ses pairs donc, dont Michel Platini. Il a affirmé que l'homme était le meilleur joueur de tous les temps. Ricardo Zama. Il s'appelait Hendrik Johannes Cruyff, mais c'est par Johan Cruyff que le monde du football désignait le génial gringalet d'Amsterdam, né de modestes commerçants habitant juste en face du stade de l'Ajax. Signe prémonitoire, il deviendra dès l'âge de 16 ans le chef d'orchestre de la grande équipe de l'Ajax, avec laquelle il disputera 318 matchs pour 253 buts entre 1964 et 1973. Le Hollandais volant, Till Lespiègle, le prince d'Amsterdam, El Salvador, le sauveur, ou encore El Flaco, le maigre en catalan, l'homme aux multiples sobriquets émerveille le monde entier et met l'Europe à ses pieds avec l'Ajax en gagnant la Coupe d'Europe des clubs champions, l'actuelle Champions League, 3 fois de suite en 71, 72 et 73. Malheureux en Coupe du Monde, mais 3 fois Ballon d'Or européen, Johan met fin à sa carrière en 78 à 31 ans et connaît une page d'entraîneur tout aussi reluisante avec l'Ajax et le Barça. Johan Cruyff s'est éteint ce jeudi à Barcelone des suites d'un cancer du poumon. Le deuxième meilleur footballeur du siècle derrière Pelé avait 68 ans. Et on peut le dire, il aura marqué son temps. Et puis notez pour terminer que la Côte d'Ivoire rencontre ce vendredi le Soudan. Il est question de match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Notez surtout que les recettes de cette rencontre devraient être reversées aux parents des victimes de l'attaque de Grand Bassam. On s'arrête ici pour cette édition. L'information revient à 10h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.